Chers amis, bonjour. Qui n'a pas rêvé, étant petit, d'être un chevalier vêtu d'une belle armure allant combattre l'ennemi pour délivrer une ville, un pays, une personne? Mais quelle est l'origine de cette imagerie autour de la chevalerie que nous avons encore aujourd'hui et quelle est l'origine qui se cache derrière cette histoire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Derrière l'imagerie populaire et l'image d'Épinal que nous conservons aujourd'hui des chevaliers, nous devons bien reconnaître que, comme souvent, la réalité est bien différente. Dans la mémoire collective, le chevalier possède les vertus de loyauté et de désintéressement, mais également une délicatesse et une intelligence courtoise à l'égard de la femme. L'origine de la chevalerie remonte au début du Moyen Âge. À cette époque, nous voyons de grands seigneurs s'entourer d'hommes de main destinés à les protéger en cas d'attaque ou à les rejoindre dans le cadre d'un conflit. Afin que ces hommes puissent s'armer correctement et se consacrer entièrement à leur métier, les grands seigneurs leur léguaient des terres afin qu'ils puissent gagner de l'argent par l'exploitation de ces dernières et ainsi s'équiper. Ces nouveaux petits seigneurs, entre guillemets, se développeront de plus en plus et certains prendront de l'importance, faisant naître le système féodal et la chevalerie. Les vertus qui sont prêtées aux chevaliers trouvent comme origine la poésie médiévale qui mettait en rime les hauts faits d'armes des chevaliers, ainsi que leur grande noblesse de cœur vis-à-vis des femmes, leurs seigneurs, mais aussi de leurs ennemis. Par ces poèmes, la chevalerie se verra adjoindre une imagerie particulière qui lui collera à la peau jusqu'à nos jours. Les règles de la chevalerie qui se développeront en France s'étendront ensuite en Angleterre, dans les pays germaniques et en Italie du Nord. Durant le Haut Moyen Âge, la chevalerie est une corporation réputée composée de guerriers d'élite au service des grands hommes du royaume. 100 ans plus tard, ce sont des guerriers nobles désignés volontiers comme gentilshommes. C'est un groupe restreint mais qui ne meurt pas. En effet, au fur et à mesure des siècles, une certaine hérédité apparaîtra, permettant au fils d'un chevalier de devenir chevalier à son tour. Lors de cette passation de pouvoir, les biens comme les devoirs se transmettaient de l'un à l'autre. Après le développement de la chevalerie et son affirmation tant au niveau politique qu'économique, on verra se développer un nouveau système, les ordres de chevalerie. Le XIVe siècle et le XVe siècle ont vu naître ces ordres. Les ordres nouveaux étaient à l'initiative des princes et des rois afin de s'attacher à la fidélité des chevaliers dans un monde plus dispersé et interconnecté. Chaque souverain souhaitait être entouré de chevaliers aussi attachés à sa personne que l'étaient les héros de la table ronde à l'égard du roi Arthur. Parmi les ordres encore décernés au XXIe siècle figure l'ordre de la Jarretière, né en 1348 à l'occasion d'un bal donné au château de Windsor par le roi Édouard III d'Angleterre. La maîtresse du roi, la comtesse de Salisbury, perdit une jarretière que le roi s'empressa de ramasser. Au rire des courtisans, il aurait répondu, en français, « Honni soit qui mal y pense », devenue la devise de cet ordre dont le roi ou la reine est toujours le grand maître. On peut également citer l'ordre de la Toison d'Or qui fut créé en Bourgogne en 1429, l'ordre des Templiers, les Chevaliers Teutoniques et encore bien d'autres dont certains existent encore aujourd'hui. Ces ordres conservent leur tradition et leur décorum grâce aux nombreux membres qui continuent de les faire vivre et cela depuis des siècles. À défaut de pouvoir y entrer, les bourgeois et même les vilains vont tenter de copier les manières et les comportements des chevaliers afin de toucher du doigt cette catégorie. La courtoisie envers la femme, la loyauté, mais aussi la capacité de ne pas faire de la fortune une valeur essentielle, et enfin, le sens de l'honneur, notamment lors des guerres. Cette dernière vertu a pu entraîner des hécatombes dans les rangs de la noblesse, comme au soir de la défaite de Pavie en 1526, où l'élite de la noblesse française continue de défendre François Ier alors que la bataille est perdue. Avec notamment au premier rang une des plus grandes figures de l'aristocratie française, le maréchal de la Palisse. Ou encore lors de la désastreuse bataille d'Azincourt, au cours de laquelle fut décimée une grande partie de la noblesse française sous les flèches des archers britanniques. Et aussi par le massacre perpétré par les Anglais après la bataille, violant ainsi toutes les lois de la chevalerie et faisant scandale dans toute l'Europe, mais ça nous le verrons dans une autre vidéo. Les institutions militaires sont restées au fil des siècles le conservatoire de ces vertus. En effet, de tout temps, il existait un corps d'armée réputé qui faisait référence aux vertus et à la grandeur de la chevalerie. Durant la guerre 14-18 notamment, les aviateurs étaient perçus comme des chevaliers du ciel, du fait de l'égard qu'ils se portaient et de la valeur morale des hommes qui la composaient.
On peut également citer les grognards de Napoléon, les troupes d'élite d'aujourd'hui, et beaucoup d'autres. Merci de votre attention et à la prochaine.